Si vous étiez un des 7 arts. Le cinéma, pour apprendre quelques trucs. Albert, bonsoir. Vous avez vu l'interview de Hans Blix, là, c'est étonnant quand même. Il dit oui, bah oui, il n'y avait pas de preuves, les mecs nous ont complètement manipulés. Ça s'appelle se foutre de la gueule du monde. Voilà. Entier, voilà. Georges Bush est un enculé, n'ayant pas peur des mots. Voilà. Et voilà, antisocial dès le départ. Antisocial, que ça Bien. Ah, un message de Georges pour dire toi-même. Alors, Albert Dupontel, acteur, auteur, réalisateur. Aujourd'hui, c'est l'acteur que nous recevons pour un film de Nicolas Boukrieff qui s'appelle Le Convoyeur, avec Jean Dujardin, François Berléand. Vous, sorti le 14 avril. C'est le 3e film de Nicolas Boukrieff. Et le film se passe dans une société de convoyage de fonds. Voilà. C'est la première fois. C'est bizarre, d'ailleurs, ni les Français, ni les Américains, ni personne n'avaient pensé à ça avant. Alors, c'est marrant, d'ailleurs, ces convoyeurs, c'est des ouvriers, en fait, qui gagnent un... Bah oui, enfin, c'est bizarre, c'est des mecs qui gagnent un salaire de misère pour transporter des millions, qui risquent leur vie. Ça fait partie des aberrations de la société actuelle. De la même façon qu'il y a un président des États-Unis qui dit qu'il y a des armes qui n'existent pas. On donne 1 000 € par mois à des types pour transporter des millions d'euros dans des fourgons. C'est un peu aberrant, un peu hypocrite, un peu faux cul, un peu antisocial, comme vous dites. Oui, antisocial. Ils perdent tous leur sang-froid. C'est très bien documenté. Il y a une enquête qui a été faite par une journaliste avant. Donc tout est vrai dans le film. Pas tout, mais ils n'ont pas démenti la globalité. Alors voilà, c'est un film qui est un suspense sur un fond sociétal, on pourrait dire. Hein, si on voulait parler comme dans les, émissions culturelles. Un mot sociétable, très bien. C'est un film noir, un film de genre qui raconte la vie d'un groupe emblématique de la société actuelle. Voilà, exactement. C'est des mecs paumés qui sont armés avec une tentation permanente, évidemment, de piquer le fric qu'ils transportent. C'est un petit peu ça quand même, c'est le paradoxe, effectivement. Alors au début, votre personnage, Alexandre, se fait engagé par cette petite société de transport de fonds. Les affaires vont pas bien, hein. On parle de vente... Dépôt de bilan, vente aux Américains, donc un certain stress d'entreprise, effectivement, qui est doublé d'un stress. Et, dès qu'ils sortent du fourgon, ils peuvent perdre leur vie, et au travail, ils peuvent perdre leur boulot. Donc ça fait beaucoup quand même. Alors en plus, cette petite société est victime de braquages répétés. Alors on se demande s'il n'y a pas une complicité entre les convoyeurs et les truands qui les attaquent. C'est souvent le cas, Et on se demande qui vous êtes au départ. On vous voit arriver. Alors on se dit c'est un paumé qui a trouvé un boulot, il fait ça parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autre. Ensuite, on pense que vous êtes un flic peut-être qui est en train d'infiltrer la société pour savoir qui organise ces braquages. On pense que vous êtes peut-être vous-même d'ailleurs un braqueur. Évidemment, je ne vais pas vous dire... On se perd en conjonture, c'est une des forces du film. C'est pendant 45 minutes, on ne sait pas ce qui se passe ni ce qu'il vient faire. Et pourtant, on reste dans son fauteuil. Et puis, on est assez collé au fauteuil, c'est vrai. Et au bout de 45 minutes, quand le mobile apparaît du monsieur, je le trouve très touchant, très émouvant et très fort. Voilà. Alors, votre personnage... C'est un personnage comme ça, très costaud, très musclé. On le voit faire de la gym et tout, et en même temps d'une grande fragilité. On a toujours l'impression qu'il va partir, quoi. L'idée de Nicolas Maîtresse est assez jolie, assez habile scénaristiquement et au niveau du cinéma, c'est de dire on va montrer la force plutôt que de l'avoir à la jouer. Comme ça, on va garder le jeu pour l'émotion, la maladresse, le pathétique, le ridicule, le grotesque, le pâteau, et ce que tout ce personnage véhicule. Un peu comme le Dr Sax dans un autre registre, un peu comme dans Pierre d'Irréversible. Voilà, c'est des registres que j'aime bien. Alors on souffre quand il fait de la muscu, mais on souffre encore plus quand on croise son regard, quoi. Il y a quelque chose qui se dégage de lui qui est assez pathétique, d'ailleurs, parce que quand on vous voit là, vous avez l'œil allumé, malicieux. Mais dans le film, vous êtes vraiment... Dès qu'on me paye, tout est possible. Vous avez été bien payé parce que vous jouez bien, le film. Il y a Dujardin aussi, Jean Dujardin, qui est excellent. Excellent, Je ne le connaissais pas du tout, j'ai pas la télé d'ailleurs. Vous n'avez pas la télé? Non, c'est pour ça que je viens d'ailleurs, sans aucun préjugé. C'est pas jamais venu. Je serais jamais venu si j'avais l'émission avant. Non, mais il y a Jean Dujardin, je ne connaissais pas et qui est très sympathique, Berléand exceptionnel, qu'on connaissait par ailleurs, Claude Perron, que je connaissais sans avoir la télévision, et Nicolas Marié, qui joue également dans Bernier, dans Le Créateur, et une flopée d'autres acteurs vraiment formidables, quoi. Et une grande réussite de Boukrieff que je salue. Le personnage est éminemment doué, sympathique, intègre, authentique, voilà. Très bien, on l'applaudit alors. Voilà. Le Convoyeur, ça sort le 14 avril. Alors j'ai mis antisocial tout à l'heure, parce que vous êtes quand même assez antisocial, vous en convenez, non? Vous avez été renvoyé de l'école maternelle à 4 ans et demi, c'est quand même pas mal, non? Il a fait ses archives, c'est vrai le pire. C'est vrai, Et ensuite vous étiez à l'école Paul Bert à Conflans, et on était obligé de vous mettre du Chatterton
sur la bouche pour vous clouer le bec. Je suis effaré par vos renseignements. Ouais, mais vous vous rendez compte quand même, non? Peu de gens savent ça. Exactement. Ouais, en 5 ans, il y a un fumier d'instituteur, certainement pédophile, mais à l'époque c'était moins autorisé qu'aujourd'hui, qui m'a foutu du Chatterton sur la bouche. Tu te rends compte? Et vous vouliez brûler sa maison? Non, il y a 5 ans quand même. J'étais enfin, c'est ce que vous disiez. Vous voulez violer sa femme quand même. Non, mais j'avais repéré que ce fumier, je savais où il habitait et on a acheté des glaces avec ma maman. Tu as l'adresse qui sort sur l'écran. J'ai son portable et tout. Et je me rappelle qu'il avait une coccinelle. Plusieurs fois, j'aurais bien vu cette coccinelle partir en fumée, façon Walt Disney. Antisocial. Voilà, antisocial. La seule chose qui arrive à vous calmer un peu, c'est la gym. Ouais, puis il n'y a pas que ça. Il y a des parents gentils surtout qui m'ont un peu calmé, un peu dirigé. Et la drogue. La drogue, assez tôt. Voilà, une relation incestueuse, on peut y aller. Et puis non, je faisais beaucoup de sport, effectivement. Ouais, j'étais assez agité. À l'adolescence, ce qui vous calmait plutôt, c'était le cinéma. Vous passiez votre vie enfermé dans les salles. Je fuyais la réalité, comme beaucoup de gens. Je ne sais pas comment vous l'avez fait dû. Vous avez fui la réalité certainement aussi, puisque vous faites de la télévision, vous continuez au cinéma. Bon, c'est encore pire. Voilà, il y avait un cinéma au bout de la rue, il s'appelait Le Palace. Voilà. Alors j'allais voir mon papa, qui était docteur dans la même rue, et je disais que j'avais besoin d'argent pour acheter des fournitures scolaires. Ça se terminait par un billet à 10, 15 ou 20 francs. Vous rentriez à 2h de l'après-midi, vous sortiez à minuit. Des fois un peu tard, enfin jeune, je rentrais plus tôt, et puis un peu plus vieux, je rentrais tard. Mais c'était tout, ça, Derrick Romer à Schwarzenegger, c'était de la cinéphagie, pas de la cinéphilie. Quoi. Alors ensuite, vous suivez l'orientation paternelle pour devenir médecin. Vous faites 4 ans de fac de médecine, jusqu'au jour où, aux urgences, Albert Dupontel, vous voyez débarquer un mec de 20 balais, complètement bousillé par un accident de moto. Et là, vous vous dites, il faut vivre, quoi. Il faut faire ce qu'on a envie de faire dans la vie, parce que finalement, ça ne tient à rien, quoi. En fait, j'ai été un peu aidé. Ils m'ont mis à pied pour un stage. Tout le monde était soulagé, les malades comme les médecins, que je m'en aille. Mais c'est vrai que j'avais été très frappé par 6 mois d'urgence, exactement à l'hôpital Beaujon à Clichy. Et franchement, la nuit, vous imaginez pas ce qui se passe, quoi. J'étais très frappé. Et je me dis, si vivre, c'est avoir des émotions, autant se dépêcher de les avoir, parce que c'est assez aléatoire. Voilà. Là, vous vous inscrivez à un cours de théâtre, et puis après, on connaît la suite. Il y a eu d'abord le one-man show qui était extraordinaire, c'est-à-dire il y avait des sketchs comme le Bac français, comme Rambo. Et c'est un truc que j'ai pas compris. Vous avez eu un tel succès quand vous avez commencé à faire des sketchs, puis un jour vous avez dit non, ce que je vais faire c'est du cinéma, et vous avez arrêté cette carrière. Je voulais toujours faire du cinéma, mais le spectacle a été la poterne qui m'a permis de rentrer dans la forteresse du showbiz. C'est une sorte de cri primal, mais je trouvais ça pauvre et frustre. Donc je voulais faire du cinéma. Je fais Bernie, la bande dessinée du spectacle, le créateur et la bande dessinée du spectacle, et le prochain, L'Enfermé dehors, sera toujours en raccord avec le spectacle. Voilà, alors il y a eu Bernie évidemment, le créateur, ensuite l'acteur avec des films aussi importants que La Maladie de Saxe de Ville. Alors vous êtes très lonesome cowboy, hein, vous êtes très anti-société du spectacle, vous dites je n'ai de compte à rendre à personne, je vis comme Gandhi, je n'ai besoin de rien, on ne peut pas m'avoir, le vrai luxe dans ce métier c'est la liberté de dire non ou de dire oui. Je suis aussi franc que Bush. Non, c'est vrai, vous... Je suis un peu discret, voilà. Mais si ça suffit d'être marginalisé, pourquoi pas. Mais je suis un peu discret, c'est tout. Voilà. Bon, je suis pas hystérique avec les médias. Mais j'ai faillote un peu les gens. La télé, c'est la culture de l'ennui. Pourquoi vous n'aimez pas la télé comme ça? Vous êtes d'une agressivité? Non, je suis pas agressif, mais c'est vrai que moi, j'ai pas la télé depuis 10 ans. Je m'en passe très bien. Et heureusement que je l'ai pas. Je vois beaucoup de films. J'ai 800 DVD, 1000 cassettes, je lis des bouquins, etc. Et voilà. Et la télé, quand je suis à l'hôtel, j'ai rien à faire, je la regarde. Et c'est fou de choses inutiles, à part votre émission, mais de choses inutiles qu'on peut voir. Quoi. Voilà. Non, mais oui, je pense pas que cette émission sort bien. Non, mais je pense que cette émission est utile parce absolument, que chaque semaine, il y a 2-3 millions de gens qui de temps en temps, il y a un mec bien qui vient et puis après, je suis là. Non, mais souvent, il y a un procès, par exemple. Enfin, là, je parle. Mais on nous a fait un gros procès et sur Bernie, sur la violence au cinéma et sur Irréversible, j'en parle pas. Ce film-là, d'ailleurs, n'est pas interdit aux moins de 12 ans, je tiens à préciser, donc il n'est pas si violent que ça. L'autre fois, je mets là, donc j'ai pas la télé, mais la violence au cinéma, c'est un faux procès, parce que le cinéma est un lieu protégé. C'est un lieu de polémique, d'expression, de débat. Mais c'est protégé, on rentre pas dans une salle de cinéma au hasard. Le mec, quand il vient voir Irréversible en famille, franchement, il s'est gouré, c'est un consommateur crétin, tant pis pour lui. Par contre, la télévision, on rentre dans la chambre d'hôtel, crac, on appuie sur le bouton. Je suis tombé sur LCI la semaine dernière, les mecs qui brûlaient dans la Jeep, les Américains dépecés par la foule. J'étais très choqué, parce que j'étais pas prêt à ça. Donc il y a une perversité, eux ils se cachent derrière la libye de l'information. Entre la libye de l'information et voyeurisme, il y a un truc, une frontière qui franchissent allègrement. Donc le procès de la violence au cinéma, mon cul, quoi, ça n'existe pas. C'est le mec qui va au cinéma voir un film, il sait ce qu'il va voir, sauf si c'est un consommateur. C'est pas une raison de détester la télé comme ça? Non, mais je l'aime pas parce qu'elle me fait perdre mon temps. Voilà. Sauf quand je suis là, bien sûr. C'est pas une attitude un peu snob, ça, non? Écoutez, franchement, d'abord, elle est involontaire parce qu'un jour, on m'a coupé le câble parce que je payais pas. Donc au départ, je voulais la voir et puis je me suis rendu compte que je m'en passais très bien. Donc snob. Mais c'est pas un peu snob de pas payer le câble? C'est pas un peu bon. Bien, vous savez ce que je vais vous faire maintenant? Non. Tu vas prendre un pain. Tant pis pour lui. L'interview, un parmi d'autres.
j'ai déjà vu l'émission, j'ai déjà vu cette émission. Pardon? J'avais déjà vu cette émission. Une fois d'ailleurs, j'avais été très choqué, j'avais presque envie de venir en courant. C'était quand il y avait un philosophe parisien, type Claude Ridey-Lila, qui s'appelait Finkielkraut. Oui. C'est ça, c'est un nom qui ressemble carrément à un cri. Finkielkraut, oui, absolument. Voilà, et qui expliquait en gros que les Palestiniens, ils étaient peut-être désespérés, mais qu'ils avaient le désespoir pas très poli, puisqu'ils allaient se faire sauter chez les gens. Ouais. Et j'ai trouvé ça totalement indécent. Il était tellement grossier et malvoyant qu'il a réussi à faire pleurer la délicieuse Juliette Binoche. Ouais, je me souviens. Ça m'a profondément choqué. Et j'avais presque envie, j'étais en Bretagne, de prendre la voiture et d'intervenir sur le plateau et dire voilà, parce que quand on en arrive à se faire sauter avec des cartouches de dynamite, c'est qu'on est franchement désespéré. Et voilà, il n'y a pas de politesse ou pas à avoir dans le désespoir. Il se passe des trucs dans cette émission. Donc cette émission a un intérêt, voilà. Heureusement que t'as pas la télé. Si t'es en Bretagne, t'es prêt à prendre la bagnole, faire 500 bandes pour mettre un bourre-pif à un mec qui a dit une connerie. Ouais. Imagine, nous, on serait pas tranquille s'il nous regardait. Bien alors, un parmi d'autres. Donc si vous étiez un des 7 péchés capitaux, vous seriez lequel? La luxure. Je ferais plus souvent de la télévision, d'après ce que m'a dit ma fille. Si vous étiez un des 10 commandements? Tu ne tueras point, comme ça j'hésiterai pas. Un des 7 nains? Simplet, comme ça je pourrais me présenter à la campagne présidentielle américaine. Mais il y a du grincheux en toi aussi. Il y a un peu de grincheux. Si vous étiez un des 100 dalmatiens? Le dernier, le 101e pour être le chouchou. Et une des 7 merveilles du monde? Les jardins suspendus de Babylone, qui aujourd'hui se trouvent à Bagdad. Ouais. Et comme ça je ferais du jardinage avec interdiction pour les chars de marcher sur la pelouse. Ah, bravo. Si vous étiez un des 5 sens? L'odorat, pour m'autodétruire lors de la promotion de mes films. Oh. Si vous étiez un des 7 arts? Le cinéma, pour apprendre quelques trucs. Un des 4 points cardinaux? Le sud, pour pouvoir perdre le nord en permanence. Oh, bravo. C'est des questions faciles, pour connaître. Si vous étiez un des 3 mousquetaires? D'Artagnan pour piquer les ferrets de la reine plutôt que de lui rendre à cette couillonne. Voilà. Et un des 7 mercenaires? Yul Brynner pour avoir une coupe de cheveux toujours à la mode 50 ans. Si vous étiez, Albert Dupontel, un des 12 travaux d'Hercule? Les écuries d'Augias en faisant passer le fleuve par Matignon, l'Élysée et l'Assemblée nationale. Oula. Ça va loin. Allez, antisocial. Si vous étiez un des 31 jours du mois? Le premier pendant les vacances et le dernier pendant que je travaille. Bravo. Si vous étiez un des 7 jours de la semaine? Le lundi, parce que tout est encore possible. Ouais. Et un des 5 continents? L'Afrique pour me venger. Ah. Voilà. Albert Dupontel. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.